Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, je vous raconte le parcours étonnant d'un Breton, médecin de la marine, grand voyageur, écrivain et poète, dont l'œuvre va enfin être éditée en novembre dans la prestigieuse collection de la Pléiade, 101 ans après sa mort. En juillet 1913, Victor Segalen est professeur à l'Imperial Medical College de Tientsin. Ce Français est en Chine depuis 1909. Sa famille est venue le rejoindre. Il a 35 ans. Il a effectué une première expédition archéologique au début de son séjour. Médecin de la marine, il est aussi écrivain et est fasciné par les civilisations anciennes. Selon lui, les trésors de la Chine impériale n'ont été ni recensés ni étudiés sur le terrain. On ne dispose que d'archives et de récits. Or, Segalen rêve d'une nouvelle expédition qui nécessiterait la création d'une fondation française vouée à l'étude des chefs-d'œuvre de l'archéologie chinoise. C'est dans ce but qu'il retourne à Paris en juillet 1913. Pour rejoindre la France, il emprunte notamment le chemin de fer transsibérien. Sur place, il fait la tournée de ses amis qui peuvent le soutenir. Gilbert de Voisin, érudit fortuné qu'il a déjà accompagné dans sa première expédition, des sinologues, Cordier, Chabannes, Pelliot et Sénart qui l'aident à obtenir le financement de son expédition. Il rencontre aussi Jacques Doucet. Le grand couturier est également collectionneur. Il le charge d'effectuer des achats pour lui. Et puis il y a son vieil ami Jean Lartigue, un autre officier de marine, sinologue et archéologue. Ce futur amiral, comme Gilbert de Voisin, fera d'ailleurs partie de l'expédition. Une fois sa famille installée à Shanghai, il peut entreprendre son périple, un trajet de 6000 km du nord-est au sud-ouest de Pékin. Ce n'est pas une petite entreprise. Jean-Luc Coatalem décrit ainsi la caravane qui s'apprête à se mettre en route. 2 tonnes de bagages et de matériel, 7 charrettes à 2 mules, 6 chevaux, mobiles et résistants, 17 assistants, porteurs, palefreniers, un cuisinier et un professeur de chinois pour Jean Lartigue, plus 3 cavaliers, Segalen Lartigue et Voisin. L'expédition quitte Pékin le 1er février 1914. Il ne s'agit pas d'une promenade de santé. On se lève à 7 heures, on se couche à minuit, on traque les statues, les vestiges des anciennes civilisations. Tout est répertorié, photographié, mais aussi dessiné, car pour Segalen, seul l'œil et le dessin permettent d'approcher l'œuvre. Néanmoins, les photographies conservées aujourd'hui au musée Guimet sont magnifiques. Grâce aux plaques Kodak, on est au cœur de l'expédition. On visualise le portique d'un temple, les statues funéraires, le travail d'estampage effectué sur un pilier. Un assistant, juché sur du tréteau branlant, pose son papier buvard et ses calques pour imprimer de sa main quelques bas-reliefs. L'expédition arrive aux environs de la ville de Xi'an. Là, Segalen a un objectif précis, trouver un tumulus, c'est-à-dire un volume de terre et de pierre qui recouvre une tombe. Mais pas n'importe quelle tombe, celle du premier empereur de Chine. Il interroge des autochtones. On lui dit d'aller 12 km plus loin. L'homme se lance au galop. Au sortir d'une faille, au crépuscule, devant les imposantes montagnes de Lichuan, hautes de 1800 mètres, apparaît le contour d'une autre montagne. Un contour régulier, trop symétrique pour être d'origine naturelle. Et puis, à y regarder de plus près, cette drôle de montagne semble reposer sur un socle carré. Cette forme qui se détache dans le ciel du soir n'est ni une montagne, ni une colline, c'est une pyramide. Segalen murmure, de plus près, tout s'est précisé, répondant merveilleusement au texte connu. Lartigue répond simplement « oui ». Les 2 hommes sont face au tumulus tant recherché, celui du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, décédé en 210 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a réuni les royaumes combattants pour imposer leur unité. Il a aussi ordonné la construction de la Grande Muraille. Le pays ainsi constitué s'appelle la Chine, du nom de son empereur Qin. C'est une découverte essentielle.
Mais Victor Ségalen et ses compagnons n'ont pas l'autorisation ni les moyens de procéder à des fouilles. Quelle frustration! Ils ne pourront qu'accumuler des notes, des photos et des dessins pour étayer leurs trouvailles. 60 ans plus tard, on découvrira, en fouillant le site, 8000 soldats et cavaliers d'argile de taille humaine, chevaux et chars compris. Ils sont l'immense armée qui devait aider l'empereur à conquérir l'au-delà. Avec la satisfaction de ne pas s'être trompé, se fiant toujours aux textes anciens et aux récits qu'il a tant étudiés, Ségalen est heureux malgré l'impossibilité de fouiller davantage. L'expédition fera ensuite des découvertes beaucoup plus tangibles. En mars 1914, il cherche un lieu où se trouvent des chevaux et des hommes de pierre signalés par des textes. Ségalen va mettre au jour, au milieu des champs, une statue archaïque d'1,40 m, celle d'un cheval combattant tenant sous son poitrail un barbare armé d'un arc luttant contre l'animal qui l'écrase. Il se situe à côté du tumulus du général Huo Kubing, mort glorieusement en 117 avant Jésus-Christ, après avoir massacré 80 000 Huns venus de Mongolie. La statue du cheval écrasant le Hun est symbolique de l'événement. Elle est si populaire en Chine qu'on la trouve reproduite en modèle réduit de terre cuite dans tous les bazars de Pékin. Après les chevaux, les licornes. Le 6 mars 1914, à proximité de 2 sépultures impériales, une tête de cheval émerge du sol. Après quelques heures de pelletage acharné, les archéologues dégagent une licorne ailée qui a malencontreusement perdu sa corne. Une photo d'une incroyable beauté montre Gilbert de Voisin contemplant l'animal mythique surgissant du sol. Tout au long des mois d'avril, mai et juin, à travers la province de Sichuan, les 3 compagnons découvrent des sculptures, des grottes, des tumulus, des piliers funéraires, des bas-reliefs. Tout est minutieusement répertorié, photographié, analysé. En juillet, l'expédition prend la route du Tibet. Un rêve pour Ségalen qui n'avait pu l'atteindre lors de son premier voyage en raison des intempéries. Ils atteignent les premiers villages tibétains lorsque le 11 août, alors qu'ils parviennent au sommet d'un col, un courrier surgi des brumes, diront-ils, les atteint. L'Europe en guerre, Allemagne-Autriche contre France, Russie, Angleterre. Il faut rentrer et abandonner à nouveau le rêve tibétain. L'expédition gagne l'Indochine, Haiphong et Saïgon. 700 km en 11 jours. Ségalen et sa famille rejoignent ensuite Marseille en paquebot. L'enfer de la Première Guerre mondiale les attend, un tournant dans la vie de cet homme passionné à la trajectoire atypique. Victor Ségalen naît le 14 janvier 1878 à Brest. Son père est commis de 4e classe dans la marine. Sa mère est une forte personnalité, très religieuse et très économe. Il a une sœur, Jeanne. Enfant, il lit beaucoup, et grâce à une superbe bicyclette offerte par son oncle, il parcourt Brest et ses environs avec délice. Il fait ses études au collège du Bon Secours chez les Jésuites. Il y nouera quelques solides amitiés. Il lui arrive souvent de sombrer dans des crises de désespoir que l'on qualifierait aujourd'hui de dépression nerveuse. C'est cependant un élève brillant, il passe son baccalauréat avec mention « très bien ». Sa myopie l'empêche d'être officier de marine. Il va donc intégrer l'école de médecine navale et coloniale à Bordeaux. Ses études ne l'empêchent pas d'avoir quelques liaisons féminines, notamment une certaine Saveria, dont il écrira plus tard qu'elle a eu une part énorme dans sa vie affective, sexuelle, littéraire et autres. En 1899, un bénédictin de ses amis le présente à Huysmans qu'il admire particulièrement. Il a lu à rebours. Cela lui sera extrêmement utile lorsqu'il rédigera sa thèse. En 1900, il se rend à Paris pour un congrès de médecine, visite l'exposition universelle et retrouve Saveria. L'année suivante, il y retourne prenant le prétexte de sa thèse pour y rencontrer des écrivains de renom, Huysmans à nouveau, Catulle Mendès et surtout Rémy de Gourmont, qui lui ouvrent les portes du Mercure de France. Il rencontre aussi le poète Saint-Paul Roux, marseillais de naissance mais breton d'adoption, vivant dans une grande ferme fortifiée à la pointe du Finistère. Il soutient sa thèse en 1902. Elle traite des névroses dans la littérature sous le titre « L'observation médicale chez les écrivains naturalistes ».
Un chapitre de son travail sera publié dans Le Mercure de France. Il fait ensuite un stage obligatoire à Toulon, à l'hôpital maritime. Il y mène une vie très dissipée. Les femmes, bien sûr, mais aussi l'opium qui l'accompagnera toute sa vie. Le 11 octobre 1902, au Havre, Ségalen s'embarque pour les États-Unis, qu'il traverse en train transcontinental, puis il rejoint Tahiti pour sa première affectation. Il arrive à Papeete en janvier 1903. Il est en poste sur un aviso, la Durance. Il est aussi autorisé à exercer comme médecin civil pour arrondir sa solde. Il écrit alors à son ami Manseron « Je t'ai dit avoir été heureux sous les tropiques. C'est violemment vrai. Pendant 2 ans en Polynésie, j'ai mal dormi de joie. J'ai eu des réveils à pleurer d'ivresse du jour qui montait. J'ai senti de l'allégresse couler dans mes muscles. Toute l'île venait à moi comme une femme. » Cet état d'euphorie ne va pas durer. Un cyclone ravage l'archipel des Tuamotu et oblige Ségalen à reprendre sérieusement son devoir de médecin. La situation sanitaire est catastrophique. Il y a des épidémies, la variole, la rougeole et des cas de lèpre. L'alcool et la syphilis font d'autres ravages. Avant son départ, son ami le poète Saint-Paul Roux lui avait suggéré de rencontrer Gauguin, auquel il portait une grande admiration. Mais celui-ci meurt aux îles Marquises le 8 mai 1903. Or, c'est seulement le 3 août suivant que l'aviso La Durance aborde à Nuku-Uva, la capitale administrative de l'archipel. On a rassemblé dans des caisses tous les biens laissés par Gauguin. Ségalen fait examiner de nombreux textes écrits ou recopiés par le peintre. Il se rend à la Maison du Jouir où vivait Gauguin. Pour Ségalen, c'est un choc, une révélation esthétique et fraternelle qui ne cessera d'être confirmée. Il dira « Je puis dire n'avoir rien vu du pays de ces Maoris avant d'avoir parcouru et presque vécu les croquis de Gauguin. Il est vraiment artiste et vraiment exilé et seul. » Le 2 septembre, à Papeete, a lieu la 2e vente des biens de Gauguin. Ségalen achète 7 toiles, dont Scène de la vie tahitienne, autoportrait et village breton sous la neige, 4 des 5 magnifiques panneaux de bois sculptés qui encadraient l'entrée de la Maison du Jouir, ainsi que la palette du peintre. Ces acquisitions lui coûtent 188 francs 95. Cela peut sembler dérisoire pour de telles merveilles, mais pour le médecin militaire, c'est une somme considérable, car sa solde mensuelle s'élève alors à 243 francs 90. Ségalen quitte Tahiti à bord de la Durance l'année suivante, le 1er septembre 1904. Il doit regagner Toulon via Batavia, Colombo, où il s'intéresse à la religion bouddhiste, puis Djibouti, où il évoque l'ombre de Rimbaud. Il interroge les frères Rigas qui ont connu le poète et commence à écrire une étude à son sujet. Il arrive finalement à Toulon le 4 février 1905, puis il regagne Brest. Lors du mariage d'un de ses amis, il rencontre la jeune Yvonne Hébert, elle-même fille de médecin. Ils se plaisent et se marient. Pour Ségalen, c'est une époque d'intense activité littéraire. En 1906, il fait paraître dans Le Mercure de France son étude intitulée « Le double Rimbaud ». Il travaille aussi aux immémoriaux, à la fois un roman, une étude ethnographique sur les populations polynésiennes, un poème et une confession personnelle. Il rencontre par ailleurs Claude Debussy, avec qui il va collaborer à l'écriture d'un opéra, Orphée Roi. Les immémoriaux paraissent en 1907 sous le pseudonyme de Max Amélie. Il espère le prix Goncourt, mais ne décrochera pas la récompense désirée. Au milieu de toutes ces occupations, Victor Ségalen est devenu père de famille. Son fils Yvon naît à Brest le 15 avril 1906. En 1908, il envisage de se faire affecter en Extrême-Orient et il apprend le chinois en suivant les cours de l'École des langues orientales et du Collège de France. Il s'installe à Paris, au 139 rue de Rome, fréquente les milieux littéraires et médicaux autour d'Edmond Jaloux et de Claude Debussy. En mars, Ségalen est reçu à l'examen d'élève-interprète de la marine. Il obtient d'être affecté en Chine pour se perfectionner dans la connaissance de la langue et de la littérature. Il va aussi préparer une grande expédition que lui propose son ami Gilbert de Voisin. Très fortuné, celui-ci propose de la financer. Le 25 avril 1909, Ségalen part seul de Marseille en direction de l'Asie. Sa femme et son fils le rejoindront plus tard. Après Hong Kong et Shanghai, il visite les tombeaux de la dynastie Ming et Nankin. Il prend ensuite le train pour Pékin où il arrive le 12 juin 1909. La grande rencontre avec la Chine peut enfin avoir lieu.
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire, consacré à Victor Ségalen. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Mes pas vont ailleurs de Jean-Luc Coatalem, prix Femina Essai et prix de la langue française aux éditions Stock 2017. Victor Ségalen, voyageur et visionnaire, un catalogue de l'exposition à la Bibliothèque nationale de France en 1999, sous la direction de Maurice Hedbern, conservateur général au département des manuscrits. Les immémoriaux par Victor Ségalen, collection Terre humaine dirigée par Jean Mallory, aux éditions Plomb 1956.